Vous consacrez un chapitre inattendu aussi sur le militantisme 2.0, c'est-à-dire tout ce qui a à voir, à trait avec l'action digitale, numérique, Internet sur la toile. Et en la matière, vous considérez précisément que la Manif pour tous a excellé littéralement dans son utilisation des outils offerts par l'univers numérique et qu'elle l'a utilisé quasiment comme une arme, je dirais, d'évangélisation, massive dans son combat culturel. Pensez-vous que là aussi il y a des enseignements à tirer pour tous les acteurs, organisés, politiques, sociaux, intellectuels, indépendamment de leurs opinions et de leurs orientations idéologiques? Pensez-vous qu'il y a dans ce mouvement des éléments, des enseignements qu'on peut tirer? Et pensez-vous que la toile soit devenue, disons, un domaine de l'extension du domaine de la lutte, comme dirait l'autre, politique, et que sur Internet s'inventent de nouvelles formes de militantisme, voire même de nouvelles formes de la politique et de l'organisation en politique. Ce qu'il y avait de frappant avec la Manif pour tous, c'est qu'ils ont vraiment exploité le 2.0 de la manière la plus efficace qui soit. Ils ont lié le offline et le online, c'est-à-dire qu'ils ont lié leurs tweets avaient tous rapport à un événement qui avait lieu dans la rue. Et cet investissement dans l'espace public et cet investissement dans l'espace numérique, concomitant et correspondant l'un à l'autre, reliés l'un à l'autre, a vraiment donné une puissance réelle en fait à leur mouvement. C'est vrai que le combat numérique en France, c'est parfois les tweets plus ou moins heureux de la classe politique, c'est les tweets clash, les batailles de tweets les soirs d'émissions politiques. Mais c'est rarement l'articulation. Ça existe vraiment, ça. Enfin, je veux dire, est-ce que ça c'est formateur en fait de la. À quoi ça sert? Est-ce que c'est formateur de l'idéologie du pays? Est-ce que ça agit sur l'idéologie du pays? Est-ce que ça agit sur les représentations collectives? On peut en douter. Mais il y avait des aspects beaucoup plus intéressants qui avaient été utilisés dans les campagnes américaines assez tôt. Avant que Twitter existe même, Howard Dean avait fait une campagne notamment en s'appuyant beaucoup sur Internet, mais il s'appuyait beaucoup sur Internet en ayant des comités locaux extrêmement actifs, et le lien entre le offline et le online était au cœur de tout. Alors c'est vrai qu'on a vu avec la Manif pour tous vraiment une très très grande expertise dans l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation de Twitter, l'utilisation un peu moins de Facebook d'ailleurs, et suivi en temps réel de toutes leurs opérations, c'est-à-dire que ils avaient par exemple le hashtag Huons les ministres, et dès qu'il y avait un ministre qui était signalé quelque part, ils le signalaient sur Twitter, hashtag Huons les ministres, et monsieur Untel est à la gare de tel endroit, et là survenait une trentaine de militants qui le sifflaient copieusement, provoquaient un chahut. C'était devenu la véritable terreur des cabinets ministériels. Et c'est vrai qu'il y a, comme dans beaucoup de mouvements conservateurs au fond, parce qu'il y a des mouvements conservateurs dans d'autres pays qui ont beaucoup utilisé les cassettes audio à une période pour diffuser leurs pensées sous le manteau quand ils étaient interdits. Je pense à l'Iran. Mais c'est vrai qu'il y a parfois chez les combattants conservateurs une grande modernité du point de vue des médias et de la communication. Mais justement, pourquoi on a le sentiment à la lecture que le mouvement est du côté du conservatisme, et pourquoi il n'y a pas un mouvement du côté des progressistes? Pourquoi le mouvement est du côté des conservateurs, selon vous, à l'aube de l'étude que vous avez conduite? Ben, il faut dire les choses, c'est que la mutation de notre économie, la mutation de la sociologie, la mutation de la géographie sociale du pays correspond aussi à une période où la social-démocratie et la gauche radicale ont du mal à donner une représentation du monde qui fasse écho à l'expérience quotidienne des gens. C'est-à-dire que c'est là où, très vite, quand on a fini le bouquin, il y avait ce qui se passe en Espagne autour de Podemos, par exemple, parfois ressemble à une espèce de contrepoint assez intéressant de la Manif pour tous, c'est-à-dire que c'est par de grands mouvements de rue, les Indignados, et il y a une utilisation également des réseaux sociaux. Mais pourquoi l'un réussit, pourquoi le Podemos réussit et pourquoi la gauche radicale ne réussit pas en France? Là, on aborde la question aussi des signifiants qu'emploie Podemos, et puis la question des représentations du monde. C'est-à-dire que la gauche radicale en France, même aussi encore davantage la social-démocratie, ou tout autant, ont du mal à développer une vision du monde
qui s'incarne dans l'expérience quotidienne des gens. C'est-à-dire que longtemps on avait dit dans Voyage au bout de la droite avec Jean-Philippe Pulin, que la force de la droite c'était d'expliquer le monde du coin de la rue à Kaboul. Et c'est vrai que la gauche ne sait pas faire ça. Ce sont des vraies difficultés, d'ailleurs on le voit dans le discours du président Hollande, qui même quand il a quelques fulgurances, parvient très difficilement à tenir sur la longueur, parce que la social-démocratie européenne est véritablement en panne idéologique et ne parvient pas à donner une vision du monde qui soit reçue par une grande masse de leurs concitoyens. Est-ce que vous pensez que de ce point de vue-là, si j'ose l'image, la comparaison, est-ce que vous pensez que la gauche a perdu, disons, sa dimension messianique du projet révolutionnaire, d'un changement d'ordre du monde qu'elle a porté dans des formes soit directement révolutionnaires, soit de manière plus réformiste, hein, pour employer des schémas, des grilles de lecture qui pourraient être discutées, mais où il y avait cette idée que, disons, le futur nous appartenait, en quelque sorte, et que le futur était modifiable dans un sens de plus de justice, etc. Est-ce que vous pensez que ce messianisme, hein, qui est propre à toutes les grandes entreprises de mobilisation humaine, que ce soit les religions, que ce soit effectivement les grands mouvements philosophiques et peut-être les mouvements politiques, est-ce que vous pensez que cette dimension-là est morte dans la gauche, ou en tout cas en état de crise létale, et est-ce qu'au contraire, disons, c'est du côté des forces directement religieuses, politico-religieuses, eh bien, que se réinvestit ou que se redéfinit cette dimension qui fait que l'être individuel et collectif se projette dans quelque chose qui le transcende? La difficulté, c'est qu'il y a une grande vie à gauche, en fait. C'est qu'il y a une pensée critique qui est très riche. Il y a dans le monde entier des penseurs qui sont tout à fait novateurs. Il y a des courants intellectuels très divers qui montrent qu'il y a un autre chemin qui peut se faire par la gauche au sens large. Simplement, là où il y a un problème, c'est dans l'explication du monde. C'est-à-dire qu'après 1917, la social-démocratie maintenue comme le camp communiste parvenait à des degrés divers à faire penser qu'effectivement le lendemain leur appartiendrait. Ça n'est absolument plus le cas. Pour beaucoup de raisons, pour les raisons de mutation interne de nos sociétés, les sociétés sont plus complexes, donc ces grands mouvements qui étaient hérités du mouvement ouvrier, les deux branches du mouvement ouvrier, sont confrontés à des sociologies beaucoup plus complexes, à des... La social-démocratie, c'est assez simple dans les années 60, ça représente un homme blanc qui est ouvrier dans son usine de la naissance à la mort, et il n'y a pas beaucoup d'autres questions à se poser. Mais à partir du moment où le travail féminin augmente, où il y a les questions d'immigration, de travailleurs immigrés, où il y a les questions beaucoup plus diverses sur la société, de combats de domination qui ne sont pas exclusivement économiques, bon, il y a une vraie difficulté à représenter les choses. Alors Fabien Escalona parle en ce moment beaucoup de l'eurocommunisme, qui a été une des tentatives d'adaptation à tout ça, mais les tentatives d'adaptation, les tentatives de réponse stratégique notamment, jusqu'ici, jusqu'au 25 janvier 2015, en Europe ont échoué. Alors on est dans une ère nouvelle, pour le coup, on ne va pas faire le coup de l'ère nouvelle après le 7 janvier, le 25 janvier, etc. Néanmoins, il faut quand même dire que pour la première fois, il y a un gouvernement de gauche radicale en Europe, et pour la première fois, deux pays peuvent éventuellement, en fin d'année, être gouvernés par la gauche radicale dans l'Union européenne. Donc tout n'est pas perdu, quoi. Mais il y a une recomposition, ça c'est un autre travail, c'est un autre débat encore sur la recomposition de la gauche radicale et la recomposition de la gauche dans son ensemble, et puis les stratégies à mettre en place.